C'est donc parti, Julien. Il n'y a pas eu de match hier entre Manchester United et Liverpool. Cavalier seul des Reds hier après-midi. Ouais, même si la première demi-heure, j'ai trouvé où il y avait 0-0, c'était plutôt un match engagé. J'avais l'impression que United était plutôt bien organisé, que même si au départ, on pouvait penser que Liverpool était favori parce qu'ils ont bien commencé la saison, ils avaient 2 victoires en 2 matchs, ce qui n'était pas le cas pour Manchester United. Mais la saison dernière, on avait vu une équipe de United qui était bien moins forte que celle de Liverpool, qui les avait battus en Coupe d'Angleterre. 2 matchs en championnat, donc au bout d'une demi-heure, on disait voilà, on a un vrai match, on va voir ce que ça peut donner. Et puis il y a la première erreur de Casemiro, une passe. Alors déjà, c'est le mauvais choix de faire cette passe-là à ce moment-là, venant d'un joueur comme ça, c'est dingue. Ouais, mais alors la deuxième est pire que la deuxième erreur est pire que la première, parce que la deuxième, il reste sur le ballon, il regarde pas autour de lui, tout ça. La première, après, il y a quand même du chemin à faire pour Liverpool, pour Szoboszlai, pour Salah et ensuite pour Diaz, mais jusque-là, je trouvais que le match était plutôt équilibré, on va dire, même si Liverpool avait eu un but refusé. Après, c'est vrai que ça se complique. Dès l'ouverture du score de Diaz, il y a une autre erreur de Casemiro tout de suite après, sanctionné directement par un deuxième but. Encore une fois, Salah pour Luis Diaz. Et puis après, ça s'effondre côté United. Casemiro sort à la mi-temps pour un jeune Anglais de 21 ans dont personne n'a entendu parler, je pense, parmi vous, les gars, et puis parmi la plupart des auditeurs aussi. La seconde période est pas si mauvaise que ça, notamment du côté de Manchester United. Zorzi a 2 énormes occasions qu'il doit marquer. On revient sur le fait qu'on l'a expliqué longuement avec Johan. C'est pas un buteur clinique, c'est pas quelqu'un qui te marquera 35 buts dans une saison. Il a d'autres qualités et ils l'ont recruté pour ses autres qualités, pas simplement pour celle de finisseur, parce que c'est pas un grand finisseur. Et là, il aurait dû marquer au moins une des 2 occasions, la tête, la première, peut-être plus que la deuxième encore. Mais voilà, donc ça peut tourner différemment pour Manchester United, mais le fait est que ça ne tourne pas différemment. Donc moi, je veux bien à la fin que Ten Hag essaye de justifier, de contredire un petit peu les remarques des journalistes, les questions. Il dit que Liverpool a été plus efficace, ce qui est vrai. Si tu regardes les expected goals, finalement, il n'y a pas trop d'écart entre les deux, à cause des deux ou par la faute de 2 grosses actions ratées par Zirkzee, mais ça peut très bien finir sur un 2-1, ça peut très bien finir sur un 3-2, ça peut finir sur un 3-3. Voilà, ça aurait pu tourner différemment. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais il y a quand même des énormes lacunes dans cette équipe de Manchester United que même lui, même dans un sens, se cache la vérité finalement, j'ai l'impression. Et encore une fois, on l'avait dit la semaine dernière, tout n'était pas à jeter contre Brighton malgré la défaite à la dernière minute, parce qu'ils pressaient bien, parce qu'ils se sont aussi créés des occasions. Il y a clairement un problème d'efficacité offensive, ça c'est sûr, et défensivement, ils sont bien trop souvent à la rue quand même. On l'a vu contre Brighton et on l'a encore vu hier sur les 3 buts. À la fin, les joueurs de Liverpool disaient on aurait pu marquer 5 ou 6 buts, ce qui est peut-être un petit peu exagéré, pousser le bouchon, exagéré. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, au final, tu perds 3-0 à domicile, même si tout n'est pas à jeter à la poubelle, c'est quand même une humiliation contre l'ennemi juré aussitôt dans la saison. Deuxième défaite de suite d'ailleurs, après celle de Brighton. Voilà, ça fait quand même un petit peu tâche. C'est terrible, c'était 14e de première ligue, tu as 3 points sur 9 possibles, tu te demandes si la saison ne reprend pas comme elle s'est terminée. Fred. Mon ami Julien, est-ce que Casemiro va être sanctionné par United, puisqu'il a quitté le stade à la mi-temps? Alors Ten Hag dit que non, lui. Hein. Ah bah, on a vu les images. Non. Ouais. Alors, après, il aurait pu partir et rejoindre une loge, enfin je sais pas après s'il a vraiment quitté le stade. Oui, mais peut-être qu'il est allé au parking pour chercher quelque chose. Enfin, je sais pas. Ten Hag dit qu'il était là après. Donc, effectivement, je sais pas. T'as raison. Soit c'est les images qui mentent et il a fait autre chose après, soit c'est Ten Hag qui ment ou qui n'était pas au courant. Je sais pas. Après, pour un joueur comme Casemiro, même s'il a eu une saison compliquée l'année dernière, c'est une humiliation totale. Ah bah total, bien sûr. Bah oui, non, d'être sorti à la pause comme ça, dans un match pareil, d'être remplacé par Tom Collier, un jeune de 21 ans. C'est pour ça qu'on attend Ugarte avec impatience. Hein, quand celui-ci sera prêt, il a été présenté hier. Il n'est pas impossible qu'il prenne la place de Casemiro d'ailleurs. Oui, mais je pense que c'était ça l'idée. Après, on a posé la question à Ten Hag hier. Il a dit mais moi je suis pas Harry Potter. Ugarte, il aura besoin de semaines ou de mois pour être prêt. Alors bon, des mois, j'y crois pas. Oui. Mais le problème d'Ugarte en fait, c'est que depuis le mois de juillet, United le veut. Il avait identifié comme le joueur à recruter. Pas de problème. Depuis le mois de juillet, depuis le début, ils savent très bien que le PSG, ce sera 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. C'était comme ça. C'était ce que le PSG voulait. Le PSG leur a dit dès le premier jour, si vous le voulez, c'est ça qu'il faut poser sur la table. Sinon, vous l'aurez pas. Première offre de United, 35 millions d'euros. À un moment, on se moque du monde. À un moment, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu. Et au final, ils ont dépoursé les 50 millions plus 10 et ils l'ont eu le 30 août. Alors qu'ils auraient pu l'avoir le 15 juillet pour la même somme. Il aurait fait son retard estival à la reprise. Exactement. Comment tu expliques qu'un joueur... Vas-y, Fred. Non, rapidement. Comment tu expliques qu'un joueur aussi énorme que Casemiro
soit devenu. Il a 32 ans, il n'est pas vieux non plus. Et comment tu expliques cette... Est-ce que le fait d'avoir quitté le Real, tu te dis allez, maintenant je fais de l'argent, inconsciemment, ça l'a. Parce qu'il est parti pour l'argent. Il était bien mieux entouré au Real aussi, attention. Parce que là, c'est quand même il est parti pour l'argent, bien sûr. Les 50 contrats, la revalorisation salariale, etc. Après, je pense que son niveau, lui, personnel a baissé déjà. Après, je pense qu'on lui demande des choses sur lesquelles il n'est pas confortable. Hier, par exemple, c'est pas Casemiro de relancer le jeu comme il l'a fait. Alors, bien sûr qu'à ce niveau-là, ça n'a jamais été son un joueur aussi. Voilà, exactement. Un joueur comme lui doit être capable de faire une meilleure passe sur la première erreur. La deuxième erreur, il est sous pression. Il y a le pressing de Luis Diaz, il perd le ballon. Bon, voilà, c'est son erreur aussi, mais c'est pas sa qualité première non plus de faire ce genre de choses-là. Et je pense qu'il y a aussi un problème structurel autour de lui, c'est-à-dire que jamais il a eu, que ce soit en possession ou sans la possession, la bonne structure collective autour de lui, de cette équipe-là. Et on revient aux limites de Ten Hag. Julien, j'aimerais qu'on parle de Liverpool quand même, parce qu'on a beaucoup de messages, on va en parler. C'était quoi? Tu veux parler de Liverpool, j'espère, hein? Non, Manchester. Mais comment on fait, les amis? Comment on fait? Je reviens, c'est le bordel. Liverpool, on va en parler. Vas-y, Polo. Moi, j'aime bien. Dans les ah ouais, je vois, cette émission dans le foot, c'est pas un certain Gilbert qui était là la semaine dernière? Gilberto, tu veux dire? Gilberto. Vas-y, Polo. Allez, vas-y, Polo, c'est cadeau. Manchester United, moi, j'aime bien analyser les clubs sur les cycles longs. Et le dernier titre, si je ne me trompe pas, de Manchester, c'est 2013 avec Ferguson. À l'époque, rappelons-le, Manchester United, à part le Barça, était the best of the rest. Ils perdaient les finales de Ligue des Champions, etc. Mais c'était vraiment la deuxième équipe d'Europe d'une façon assez extraordinaire. Entre-temps, on est allé chercher un bâtisseur, Louis van Gaal. Ça n'a pas été un franc succès. On a cherché un mec qui commençait à faire la tournée des popotes, un vieux de la vieille, Mourinho, etc. Ça n'a pas fonctionné. Mais il a fini deuxième quand même. Il y a eu le no-name Solskjaer qui a fait rigoler tout le monde, mais il a fini de mémoire deuxième aussi une fois en championnat. On s'est moqué de Ralf Rangnick alors que c'était un penseur du foot moderne. Je me rappelle les phrases de Ronaldo, je ne sais pas qui c'est, etc. Mais voilà. Ensuite, et maintenant, on a théoriquement un entraîneur de l'avenir, Ten Hag, ce qu'il avait fait évidemment aux Pays-Bas et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le poisson pue toujours par la tête et c'est qui est responsable de ça. Parce qu'on change les joueurs. Chaque année, on va changer les joueurs, etc. Mais à la fin, on n'y arrive pas. Donc, est-ce que la Première Ligue a pris trop d'avance, Liverpool, justement, Manchester City, etc. et d'autres clubs ont beaucoup mieux travaillé que l'autre, Arsenal, évidemment, que Manchester United qui fait un peu... maison de retraite si on veut, ou c'est dans les bureaux, l'architecture, la structure, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je voudrais comprendre ça. Non, je pense qu'il y a un problème dans la direction, avec les Glazers déjà, ensuite les personnes qui étaient chargés de diriger ce club au jour le jour, qui étaient des financiers, pas du tout des gens du monde du football, etc. Donc il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est un club qui, par exemple, avait, là jusqu'à l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe et d'Ineos, où ils ont commencé à virer plein de gens, mais c'était un club qui avait 1300 employés. Mais 1300, mais à quel moment? C'est incroyable, quoi. C'est intéressant, ça va comparer un jour le nombre d'employés par gros club européen d'ailleurs. 1300 employés. Ils sont loin devant tout le monde, un peu moins maintenant, mais ils étaient loin devant tout le monde. Donc il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Après, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans leurs investissements, dans l'argent qu'ils ont pu dépenser. Tant qu'économiquement le club faisait rentrer de l'argent, on l'a souvent raconté dans l'émission, ça allait aux Glazers, même s'il n'y avait pas de résultats sportifs. Tout ce qui les intéressait, c'était que l'argent rentre et qu'ils puissent prendre leur argent, leurs dividendes, etc., etc. Donc à un moment, c'est là aussi où tout a basculé. C'est qu'à un moment, le football n'était plus la priorité. La priorité, c'était l'argent. Et c'est pas comme ça qu'on dirige un club de foot, et encore moins l'un des plus. Tout à fait. Exactement.